Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa TV. À la suite du coup d'État perpétré le 26 juillet dernier, le président nigérien Mohamed Bazoum a été mis hors d'état d'agir par le commandant de la garde présidentielle, le général Tiani. Alors que l'Afrique de l'Ouest, alors que ce pays d'Afrique de l'Ouest fait face à une tension avec son ancien partenaire traditionnel qu'est la France, de l'autre côté, cet événement fait ressortir un certain nombre d'enjeux liés à soit l'indépendance questionnée ou alors de nouveau questionnée de l'Afrique et ses relations avec ses ex-puissances colonisatrices. Pour comprendre, pour tenter de comprendre des ressorts de cet événement et les relents dans les autres parties du continent, nous sommes avec le professeur Chanda Tomé, qu'on ne présente plus. Bonjour professeur. Bonjour. Merci pour votre disponibilité toujours constante à nos côtés. Alors, pour entretenir le professeur Chanda, je suis avec Jacques Okam. Bonjour Jacques. Bonjour Fabrice. Pour commencer, professeur Chanda Tomé, pouvez-vous nous situer nos téléspectateurs sur le contexte de ce coup de force perpétré par la garde présidentielle nigérienne? Vous parlez de contexte, de coup de force, de mise mis hors d'état d'agir. Je pense qu'il faut préciser beaucoup de choses. Le président du Niger a été renversé. Ce qui est tout de même éloquent, c'est vrai. Il est renversé au moment où se tient en Russie un sommet Russie-Afrique auquel le Niger n'a pas pris part. Il est renversé à la suite de 3 autres coups d'État dans des pays de la même sous-région. Dans l'ordre, le Mali, la Guinée, puis le Burkina Faso. Il est renversé dans un contexte de lourde tension entre les pays regroupés au sein de l'Alliance Atlantique, appelée OTAN, dirigée et commandée par les États-Unis. Laquelle alliance, on le sait, s'est élargie à de nouveaux membres. Élargissement dont le principe est d'ailleurs à la source des tensions mondiales que l'on connaît en ce moment. S'il fallait faire une petite projection rapide, je vous renverrai sans doute à cet ouvrage, Réformer la gouvernance mondiale, qui date de 2017, et dans lequel, d'une manière ou d'une autre, j'ai annoncé une recomposition du monde en général, ainsi que sur le plan régional, une redistribution des cartes conduisant à des nouveaux rapports de force, par exemple en Afrique. Alors, c'est facile de voir, je parle des pages 106, 215, ainsi de suite. Je suis assez refroidi par tout ce qui entoure cette évolution, la situation politique du Niger, laquelle, d'un point de vue purement contextuel et au regard du tableau
des mutations intervenant dans le monde que j'ai présenté, ne devrait pas constituer ni une surprise, ni un complot, ni une provocation, et encore moins une blague. Parce que vous avez fait une fixation sur le contexte, eh bien, je vous dis que le coup d'État, je me demande s'il ne faut pas changer la terminologie. Moi, en tant que chercheur, scientifique, universitaire et enseignant, c'est quoi un coup d'État? Ça ne s'explique pas en réalité. Peut-être qu'on devrait parler de simplement de révolution à la tête des institutions. Coup d'État, ça ne s'explique pas. Ça veut dire quoi, un coup d'État? Le coup est d'État parce qu'il implique la mise en transformation immédiate de la nature, de la forme, des structures de l'État. Pourquoi c'est un coup? À ce moment-là, il faudrait sans doute se référer à tout ce qui contribue ou entraîne la bousculade, la transformation immédiate, le retournement ou la mise en mouvement des structures de l'État. Par exemple, un code électoral. Vous le changez brutalement, alors là, c'est également un coup d'État. L'arrestation de quelqu'un qui a des opinions contraires et dont les ambitions peuvent être d'imposer une nouvelle manière de voir, de tout gouverner, une nouvelle forme de l'État, c'est un coup d'État. Et détournement des deniers publics destinés à la construction du bonheur des populations, c'est très grave. C'est beaucoup plus grave que des changements dont certains ont parfois les simples apparences à la tête des institutions. L'absence de mesures concrètes pour la santé des gens ou pour l'éducation des citoyens, c'est très grave. Ça entraîne des milliers de morts en silence. Je ne crois pas qu'il y ait eu des morts au Niger, pour l'instant, à la suite de cet événement. Donc, c'est même à la limite ce qu'on pourrait appeler une révolution à l'intérieur du palais. Simplement, au regard maintenant des agitations, je dis bien des agitations, parce qu'elles sont multiples, qui suivent l'avènement de ces nouvelles personnes au pouvoir au Niger, il y a lieu de croire qu'effectivement, nous sommes placés dans la démonstration d'une tournure qui nous indique et qui nous dicte, qui nous impose à la fois de comprendre que l'Afrique est en train de retrouver des nouveaux chemins qui, sans être exactement ceux des années des indépendances formelles, vont conduire à des expressions, pas une expression,
effective et concrète de la souveraineté, non même plus des États, mais des peuples. Vous savez, il y a 3 grandes étapes dans l'évolution contemporaine de l'Afrique. Il y a les indépendants 60-70 qui prennent le départ avec la déclaration, la résolution des Nations Unies 15-14 portant une déclaration l'octroi l'indépendance aux peuples non autonomes, aux peuples territoires non autonomes, qui était une initiative de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques, dont la Russie est l'héritière. Il y a ensuite l'étape des années de Brest, des conférences nationales de la décennie 90, mais qui, une fois de plus, est assise sur un autre mouvement parti de l'ex-Union des républiques socialistes, Perestroïka, Glasnost, initié par Gorbatchev avec l'effondrement du mur de Berlin, la décomposition de la hyperpuissance URSS, mais la reconstruction des mouvements de nationalité. Il y a maintenant la période 2010 jusqu'à présent qui indique une valorisation ou une contre-valorisation des acquis de ces précédentes étapes. Elles se sont traduites pour l'Afrique globalement par un dépit. D'abord, une esquisse d'émancipation violée ou voilée. Dans la première étape, je me souviens, quand j'étais petit, on disait que l'indépendance signifierait qu'on irait dans les boutiques le matin, on va prendre le pain et la sardine, on va manger sans payer. Mais simplement, elle s'est traduite en réalité, non pas par l'expression des souverainetés des États, mais par un colonialisme beaucoup plus rusé et plus violent, avec une succession d'accords de coopération qui correspondaient au discours de Gaulle de Brazzaville, dessinant le cadre, le rapport, cette fois-là, tutélarisé, modernisé, mais tutélarisé et infantilisant nos États. Il y a ensuite, dans la deuxième phase, une très grosse déception, celle de l'échec des conférences nationales. On a cru que nos États, nos peuples, avaient retrouvé un peu le chemin d'émancipation. Les peuples protestaient avec la nouvelle classe d'intellectuels contre la tromperie des premières indépendances, des supposées indépendances. Elles ont été, les peuples ont été matés, comme vous le savez. Les systèmes d'exploitation et d'appropriation de nos souverainetés ont muté comme des chenilles dans un laboratoire, se sont fait plus intelligentes. Conséquence, on a en réalité tout perdu. Mais dans ces deux étapes, il y a la période intermédiaire, celle qui construit une Afrique progressiste, et où en réalité, on voit émerger des forces autour de l'idéologie de la libération en s'appuyant sur les derniers bastions du colonialisme qui étaient les colonies portugaises pour former une Afrique progressiste. Et cette fois-là, il importe de rappeler que l'Afrique est vraiment en camp et ancrée sur les modèles ou les temples des maîtres de la guerre froide. On parle de progressistes, on parle de beaucoup d'autres choses.
Aujourd'hui, j'en viens à m'arrêter là pour une réponse longue, mais très certainement utile. Nous vivons une étape de revanche. De l'échec de l'idéologie progressiste et militante de la décennie 75-90. Après les luttes de libération nationale, on s'attendait à mieux. Mais les idéologies d'exploitation avec une mécanique matérialiste objective ont muté et ont repris de la main. Ce qui fait qu'en réalité, les conférences nationales nous ont servi à rien. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus forts, mieux préparés, mieux instruits, mieux éclairés, et nous comprenons mieux le monde. Ce qui se passe donc au Niger indique que c'est le moment et qu'il n'y aura pas de retour pour la construction de souveraineté au pluriel effective de peuples africains, parce qu'ils sont devenus matures et sont en mesure de négocier pour une fois leur destin. Voilà le contexte. Merci infiniment, professeur Chanda. Merci pour ce séquençage historique en 3 moments. Je rappelle pour nos téléspectateurs, 1960, avec la lutte pour les indépendances, qu'a d'ailleurs appelé le président de la République du Cameroun pendant qu'il était à Saint-Pétersbourg. 1990, chute du mur de Berlin, avec tout ce qui a suivi, le multipartisme et tous les autres, et 2010 jusqu'aujourd'hui. 2 questions en une, professeur. Le cas du Niger est quand même particulier. Si en Guinée, on reprochait à Alpha Condé d'avoir changé la constitution et de demander un 3e mandat, au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, on a lutté, on a marché, il y a eu le M5 et tout ce qui s'est passé là-bas. Le Burkina, c'était la même situation. Il y a eu beaucoup de bruit de bottes avant que la situation n'arrive. Au Niger, on n'a pas vu venir. Et du coup, je vous pose la question, est-ce que ça signifie que l'opération peut se passer dans n'importe quel État, quel que soit le contexte? Et si je pose une question à l'intérieur, c'est peut-être celle de savoir, est-ce qu'il n'y a que par le coup de force qu'on peut y parvenir? D'abord, merci. Je me permets de vous reprendre quand même sur une de vos observations. Le Niger, c'était sûr que ça aurait lieu. Moi, j'étais convaincu que ça aurait lieu. Quels étaient les signes pour ça? Beaucoup de raisons. D'abord, dans le contexte sous-régional, c'était intenable. Et avec l'amateurisme, le discours extrêmement pro-occidental, pro-français du président Bazoum, la proximité avec des pays où les peuples voyaient les autres s'émanciper, à la fois intellectuellement, moralement et politiquement, ça ne pouvait pas tenir. Le tout plongé dans une fixation de déflagration globale dont l'Occident est responsable. L'Occident est responsable de la création des djihadistes. Elle a fait à dessein, comme elle a fait en Afghanistan, pour troubler les peuples, troubler les États,
désorganiser toutes sortes de rapports de force et s'imposer comme le sapeur-pompier. C'est le pyromane devenu sauveur ou se prétendant sauveur. Ce n'est pas une question de Mali ou de Guinée, de marche ou de protestation. Nous sommes parvenus à un point d'évolution de l'Afrique, je vous le disais tantôt, où les peuples ont généré quand même des élites intellectuelles et politiques qui ne sont pas toutes associées à la gestion du pouvoir, qui se rendent bien compte que leur propre survie est en danger, en parenthèse, parce qu'elles sont immédiatement ancrées dans des masses infinies qui ne jouissent pas des produits des ressources naturelles et minières, agricoles et minières, qui sont conscientes, et avec le développement des technologies de nouvelles communications, que le potentiel réel de leur pays, de l'Afrique, continue d'être usé, utilisé et abusé par des puissances extérieures. Qu'en réalité, les accords léoniens signés comme condition des indépendances, réalisez le discours de De Gaulle à Dakar, 1958, c'est effrayant. Il menace. Quand Sékou Touré dit la dignité dans la pauvreté, dans l'opulence, dans l'esclavage, ça ne veut pas dire que nous avons choisi la voie du pire. Ça veut dire que nous avons choisi la voie du travail et de la patience. Que ça prendra le temps que ça prendra pour parvenir au stade où notre bonheur, notre pain quotidien ne doit plus dépendre de l'aumône des puissances coloniales. Voilà en fait ce que ça veut dire. Et si vous reprenez dans la traduction objective de notre quotidien, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas besoin de manifestations. Nous continuons d'être des colonies, en réalité. Nous n'avons pas la maîtrise de l'outil financier, de notre monnaie. Nous n'avons pas la maîtrise de notre commerce extérieur. Nous n'avons même pas la maîtrise de nos politiques internationales. De la valeur des matières premières. Nous n'avons pas la maîtrise de la masse des gens que nous produisons. Quand vous étudiez des phénomènes tels que le BAS, les brigades anti-sardinards, ou encore toutes sortes de mouvements qui agissent et interagissent contre les gouvernements africains depuis les sols européens et américains, les Amazoniens et tout ça. C'est vrai, il y a une forme de projection nationaliste et panafricaniste, mais il y a beaucoup de manipulations. L'Occident est devenu le maître de notre système de pensée par la rétention abusive ou l'organisation, la confiscation et la prise en otage d'une partie de notre intelligence formée sur son sol, qu'on retourne ensuite comme une arme pour sécréter des discours, pour sécréter des idéologies et des doctrines de destruction, si vous voulez. Parce qu'en fait,
Quand Macron parle de légitimité au Niger, mais de quel droit? À quel titre? Les peuples s'autodéterminent et ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Ces deux grands principes devenus dogmes dans ce qu'ils appellent, ce qu'eux-mêmes ont configuré comme normes de droit international classique. Les Nigériens ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Qu'ils s'entrecoupent, qu'ils s'entretuent, qu'ils renversent 20 ou 30 régimes, ce n'est pas l'affaire de la France, ni de M. Biden. C'est l'affaire du peuple nigérien. Nous n'avons pas été en France pour régler les problèmes entre le Parti socialiste et le Parti communiste, pour régler le problème entre De Gaulle et le reste. Oui. Et Georges Marchais, et tout cela, Léon Blum, François Mitterrand. C'est leur affaire. Nous sommes dans un processus de construction de notre histoire, de notre destin. Nous le façonnons dans un processus qui nous est propre, sans qu'il soit besoin de nous indiquer un chemin, des principes, des dogmes, des idéologies, c'est des doctrines résultant de la vision ou la projection française ou américaine du monde. Il n'y a pas besoin de Guinée, qu'il y ait eu des marches en Guinée. Alpha Condé, Dakar, c'est un Guinéen. Les Guinéens ont choisi, je n'ai pas besoin de connaître si c'était des militaires ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'était des Guinéens? Oui. Est-ce qu'au Niger, ce sont des Nigériens? Oui. Est-ce qu'au Mali, c'est des Maliens? Mais oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'un autre pays voudrait porter le jugement, un jugement, quel que soit son bien fondé ou son argumentation, sur M. Macron ne connaît pas quelle température il fait à 1h le matin à Niamey. Et il ne connaît pas ce que pense la femme guinéenne au marché de son président. Et puis il faut arrêter avec cette histoire de coup d'État. Les militaires. Mais un militaire, je dois vous dire, c'est d'abord un citoyen. C'est important. Ce qu'un militaire fait, ou un homme en tenue, comme on dit grossièrement, c'est rien par rapport à ce qu'un fonctionnaire qui a détourné 10 milliards, 20 milliards, qui a bouffé l'argent destiné à la construction des écoles, qui a détourné l'argent des équipements des hôpitaux fait. Pourquoi est-ce qu'on serait si choqué, si intéressé, si analytique en parlant des militaires? D'accord, c'est un corps parmi les grands corps de l'État, c'est un corps de sécurité. Ceux qui y sont, ceux qui portent la tenue, ont choisi. C'est vrai, ils obéissent à des règles, à des codes et à une discipline tout à fait établie et consacrée, mais ça reste des citoyens. Vous ne sauriez les écarter de la réflexion sur le destin de leur pays, sur le bonheur de leur famille. Donc, il n'y a pas besoin de rechercher pourquoi ou comment en Guinée, et pourquoi au Mali, si les causes étaient différentes. Non. Les causes, les intentions et les ambitions sont les mêmes partout. Des citoyens ont décidé qu'ils n'étaient plus satisfaits de la manière dont ceux qui gèrent leur pays le font.
Et du coup, ils ont décidé de déposer, de démettre les tenants du pouvoir ou le principal tenant du pouvoir, sans doute pour donner une chance, pour aller vers une nouvelle vision. Si demain, et ça s'est vu à plusieurs reprises, ils n'ont pas réussi dans leurs ambitions, s'ils ont menti, ils pourraient être également déposés encore par des Nigériens. Ce n'est pas la première fois, c'est un pays, c'est le 4e coup d'État dans ce pays. Et pour parler de coup d'État, oui, c'est le 3e changement institutionnel impliquant des personnes qui proviennent des corps de sécurité. Peut-être c'est comme ça qu'il faut dire. Mais la terminologie, la notion de coup d'État, il faut évacuer ça. Moi, je n'en suis plus là. Parce que c'est rebarbaratif et ce n'est utilisé que pour des Africains, en principe. Et je ne crois pas, c'est vrai, on me parlait en Birmanie, en Amérique latine et tout, mais l'Occident manipule ces notions quand ça l'arrange. J'aime mieux dire que, écoutez, quand vous engagez un pays dans la guerre, sans passer par un vote au Parlement, c'est un coup d'État aussi. C'est ce que font les États-Unis et la France en Ukraine. Ils ont engagé complètement leur pays dans une guerre extrêmement dure, qui peut entraîner la déflagration du monde entier, sans bénéficier, sans consulter les élus du peuple, sans consulter leur peuple. C'est un coup d'État. Alors, écoutez, soyons dans la simplification des notions et dans des parallélismes qui nous permettent de banaliser l'argumentation subjective, l'argumentation injonctive, l'argumentation cynique, infantilisant, utilisée contre l'Afrique. Voilà, vous avez un parallèle simple. Est-ce que, lorsque vous êtes un président de la République, vous décidez de fournir des armes de haute technologie, d'envoyer des forces spéciales sur un champ de bataille, d'envoyer toutes sortes d'armements et tout, de tenir des réunions de guerre, alors qu'on n'avait pas consulté le peuple? Comment ça s'appelle ça? C'est pas différent de personnes, quelle que soit leur nature, qu'ils soient habillés avec des tenues kaki ou en costume comme vous et moi, décident un matin de changer la plus haute personnalité à la tête du pays. C'est la même chose. Alors pour ce, vous êtes dans une redéfinition ou une clarification de la notion de coup d'État. Vous relevez d'ailleurs dans cet ouvrage la manipulation à outrance des notions et des concepts par l'Occident. On peut vous l'accorder. Mais il se trouve que l'action du militaire, qui est un citoyen, on l'accorde également, est différente de celle d'un citoyen civil. L'action du militaire qui est chargée, ou des forces de sécurité qui sont chargées de sécuriser l'être humain, c'est prioritairement l'État ou la nation a pour but ultime ou alors prioritaire de garantir la sécurité d'un être humain. Leur action porte facilement atteinte à la vie. Du coup, les implications de leurs actions ont des conséquences qui peuvent être incomparables à toute autre action, dans l'immédiat et de manière violente. Cela pourrait, à vous suivre, on pourrait facilement légitimer l'action des coups de force des personnels des forces de défense et de sécurité au détriment de la recherche d'un consensus dit qu'on peut qualifier de national ou bien communautaire de manière progressive. Cela entraîne également un autre fait, peut-être je vous renvoie à votre voix sur les nationalistes africains à l'époque, sur l'objectif
ou alors l'objet de la révolte ou de la révolution. Concrètement, la question est la suivante. Avons-nous complètement, réellement assimilé le contexte dans lequel nous sommes, des changements qui se passent au niveau mondial et des implications que cela apporte sur nous, Africains? Écoutez, il faut être clair là-dessus. Définitivement. J'ai un gros respect pour les forces de défense et de sécurité, que je soutiens fermement, qu'elles soient camerounaises, américaines, françaises, chinoises ou anglaises, ou burkinabé. Ce que je m'évertue à vous faire comprendre, c'est que le militaire, le policier, le gendarme, l'agent de sécurité en général est d'abord un citoyen, un père de famille, comme vous et moi, comme n'importe lequel. C'est un acteur de la vie publique. Et qui peut se lever à matin à sortir son enfant. Qui a le droit de vote. Oui, bien Vous sûr. reconnaissez? Bien sûr. Le droit de vote, c'est le droit de sanction de l'action du gouvernant, de l'élu. Je vous renvoie au nouveau code de procédure pénale du Cameroun. On parle de clameur populaire. Est-ce que vous savez que chaque individu peut arrêter un criminel? Il a même l'obligation d'arrêter un criminel. Chaque individu, chaque citoyen et citoyenne, il a l'obligation de tout faire pour empêcher un crime. S'il est convaincu que c'est un crime en commission ou un criminel en cours d'action, ou en fuite, ou recherché. La seule nuance, c'est qu'il y en a un à qui on a donné une arme. Entre le commissaire de police qui a son pistolet automatique de travail, le capitaine ou le général, le colonel qui a sa Kalachnikov, son bazooka de guerre, et d'une part et d'autre part, le directeur d'administration centrale, le proviseur de lycée, le ministre qui a son crayon avec lequel il décide sur l'échec, signe des virements, décide des projets, offre des marchés à son épouse, à sa famille, à ses amis, à des fausses sociétés, des sociétés écrans, en milliards. Qui est le plus dangereux? Alors, c'est une manière de dire non. Ce que nous devons prêcher lorsque nous approchons ces questions-là, c'est l'instruction civique. Essayons de faire pour le mieux, avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de tolérance, pour éviter l'irruption de forces qui, même a priori, ne sont pas destinées à commettre des actes qui soient de nature à renverser des institutions. Ensuite, et c'est là où je loue certains pays quand même, où on a pu bâtir une culture de la tolérance, de la gouvernance, plus ou moins équilibrée,
souvent avec une intelligence objective des forces de défense et de sécurité, pour éviter cette succession de drames à la tête des États. Succession violente. Sékou Kounche, vous savez comment il est mort. Vous savez comment au Niger, ça a souvent été dans le sang. Cette fois-ci, ce n'est pas dans le sang. Et ce que nous disons, si je suis votre raisonnement, auquel d'ailleurs j'adhère simplement en partie, pour dire le discours trop connu et convenu de l'armée dans ses casernes et des gouvernants civils et administratifs dans leurs bureaux est un vieux discours. Puisqu'en réalité, sans ces forces-là, il n'y a pas d'État. Il y a une redéfinition de l'État dans le droit international qu'il faut mettre en œuvre. Je vous le disais tantôt, au cours d'une précédente émission, c'est aujourd'hui, vous savez, pour m'installer dans le Microsoft américain et commencer à enseigner aux États-Unis, quand j'y suis arrivé, j'ai presque traduit 3 grands manuels de droit international rédigés en anglais américain, en français. Aujourd'hui, et à l'époque, je m'étais imposé d'aller aux États-Unis parce qu'il fallait que je comprenne la mécanique de la pensée américaine de construction des normes de droit international et par conséquent de leur politique étrangère. Je l'ai bien compris. Je l'ai bien compris en français aujourd'hui. Il faut le comprendre aujourd'hui en tant qu'Africain. Il faut le comprendre dans ma langue maternelle, en Bangou. Tout ce qu'on nous a enseigné est faux, en partie, à 90%. L'État, ce n'est pas qu'un territoire, une population et une autorité administrative. C'est trop court, en réalité. C'est même insidieux. Vous savez, dans les anciens empires, la force des royaumes reposait sur sa force, sa puissance militaire. C'est l'armée du roi qui faisait le roi. Sans ça, il était envahi et détruit par les autres royaumes. Ce sont les forces de défense et de sécurité qui font l'État. Ce n'est pas que le territoire, la population, et puis quelques personnes en costume cravate qui savent signer les chèques. C'est une manière de vous dire, bon, il y a une alternative à la compréhension du fonctionnement des États modernes. Déjà qu'il y a une discussion terrible sur les formes des États, il faut introduire, et ça c'est important, la discussion sur la signification, la composition et la perception de l'État moderne. À ce moment-là, on évacuerait le discours de coup d'État. Dans aucun sens. C'est pas pour rien qu'un chef de l'État a toujours un chef d'état-major particulier.
il est le lien avec l'armée, avec les services de renseignement élevés. Dans le cas du Cameroun, avec le général Fouda, le chef d'état-major particulier, le chef de l'État, c'est à lui qu'atterrissent les notes de renseignement. Il est la personnalité qui traite, qui renseigne le chef de l'État, qui recoupe, analyse. Il lui indique clairement ce qui vient, l'état des lieux de nos forces armées, la gestion du ministère de la Défense, de l'état des équipements et des besoins, et de la marche de la Direction générale de la recherche extérieure, qui est notre service de contre-espionnage. Donc, l'État, la puissance du roi, c'est son armée. Peut-être qu'il faut se féliciter que nous ne soyons jamais arrivés à ces extrémités chez nous, si vous voulez. Mais, dans le principe, il faut impliquer et prendre en considération la compréhension et l'attention qu'ont ces forces de défense et de sécurité sur la marche du pays. Parce qu'elles se déterminent d'abord individuellement en tant que citoyens et citoyennes qui ont un égal intérêt sur la projection et la construction de notre destin, du destin de la nation. Alors, vous avez parlé tantôt de ce qui adviendrait si, en réalité, on entrait dans des extrapolations telles qu'il faille intellectuellement ou politiquement valider ce genre de changement. J'évite coup d'État, c'est barbare, c'est rébarbatif. Comme je vous l'ai dit, c'est tendancieux, si vous voulez. C'est le déni de la capacité ou de la possibilité ou de la latitude des peuples à travers un groupe d'individus qui en expriment d'ailleurs la pensée et l'ambition de s'opposer à la marche de la gouvernance et de dire cette fois-ci on a un peu marre, mettez-vous de côté, avec les conséquences que ça entraîne. Ça peut être violent, ça peut ne pas être violent, mais nous sommes dans le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est pour cela que l'idée même, la tentation d'intervention des forces extérieures pour influencer une situation qui s'est créée par la volonté du peuple est une bêtise, si vous voulez. Elle ne peut alimenter que plus de problèmes, elle ne peut générer que plus de frustration, et au contraire, renforcer le peuple sur les motifs qu'il estimait être légitimes pour orchestrer, façonner, comploter le renversement du pouvoir en place. Professeur Chanda, quand on a écouté le président du Burkina, Ibrahim Traoré, à Saint-Pétersbourg, on a eu l'impression qu'il y a un conflit entre les générations en Afrique. Pour être plus précis, entre ceux qui gèrent le pouvoir dans leur majorité et une jeunesse montante qui a les nouvelles technologies, qui reconnaît les projections, les ambitions que lui donnent les opportunités du monde, et une vieille génération. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Ah, mais bien sûr. Ah, je peux vous le dire. Si, c'est exact. D'ailleurs, j'ai beau être le Sanda Tomé anticipatif dans la plupart de mes ouvrages, j'ai anticipé sur le monde de 30, 40, 50 ans, 100 ans même d'ailleurs. Il faudra attendre plusieurs générations pour qu'on commence peut-être à comprendre ce que moi je soutenais aujourd'hui. Mais alors, heureusement que certains se réalisent. Mais même en dépit de cela, je n'ai pas la capacité de projection, d'innovation et de compréhension du futur. Car par exemple, ma dernière fille, qui est diplômée des écoles de commerce,
qui n'a pas 30 ans, mais qui, quand elle doit s'opposer à moi, elle est virulente. Et j'ai beau jouer les papas, et la plupart du temps, après, je me dis, ah, en réalité, c'est elle qui avait raison. Non, attendez, ce que le capitaine a déclaré à Saint-Pétersbourg, il n'y a même pas de discussion, si vous voulez, entre déjà lui et Ouattara, ou Macky Sall. Entre lui et Macky Sall, il y a un fossé. Entre Macky Sall et Ouattara, il y a un autre fossé. Et je ne parle pas... Écoutez, je profite pour saluer la mémoire du président Bédié qui vient de décéder, dont vous connaissez le rôle, le poids, l'influence, l'impact dans la politique de la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'évolution de la Côte d'Ivoire. Déjà, entre Ouattara et Bédié, il y avait un fossé. Et Ouattara n'avait pas si tort à chaque fois de dire mon grand frère, mon grand frère. Vous voyez, il y a une sorte de mécanique dans la sincérité avec laquelle le commandant, chef de la transition burkinabé s'exprime, si vous voulez. Ça rappelle à l'époque Sankara face à Houphouët-Boigny et face au reste, si vous voulez. Et je pense que c'est extrêmement important. Je vous replante le décor de la visite de Hollande au Cameroun, et Paul Biya qui lui dit celui qui reste au pouvoir, c'est pas celui qui veut, c'est celui qui peut. C'est une espèce d'invitation générationnelle, si vous voulez. C'est de dire ah là là, petit, il faut faire attention. Tu peux peut-être avoir raison, mais il y a des éléments qu'il faut prendre en considération que tu ne maîtrises pas et que je peux maîtriser sans doute avec l'âge, avec d'autres mécaniques de gestion qui échappent à ta perception immédiate. Donc, c'est vrai, il y a une rupture évidente, si vous voulez. Et c'est là l'erreur du président du Nigeria, qui tout de suite réunit un conseil de guerre. Mais il ne va nulle part avec ça. Il veut peut-être s'affirmer. Non, oui, ben peut-être, mais à tort. Parce que dans le même temps, au Nigeria même, il risque de générer un mouvement qui va le renverser. Et ça, je vous préviens. Là, il prépare un coup d'État militaire au Nigeria. Dans un pays qui manque de stabilité. Absolument. Il prépare un coup d'État militaire au Ghana, si jamais il s'aventure dans ce genre de choses. Il n'y a pas que la conflagration régionale avec la mise en garde de l'Algérie, qui, comme vous le savez, certainement, la deuxième puissance militaire africaine, peut-être même la première puissance sur le plan des forces aériennes. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses en dessous, si vous voulez. Il y a toute la politique internationale qui va être bousculée et dont il faudra bien maintenant chercher et repenser les auteurs. Et quand le président du Nigeria s'exprime ici, il n'a pas la mesure. C'est un homme d'affaires qui a fait fortune aux États-Unis avant de venir faire fortune au Nigeria. Il a été gouverneur de l'État de Lagos, mais ce qu'il ne connaît pas, il est en retard sur les mutations sociales en Afrique. Il est complètement en déphasage. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Niger, je vous l'ai expliqué tantôt, c'est le maillon d'un processus commencé depuis longtemps qui articule revanche historique, ambition d'effacement de certaines frustrations et volonté de concrétiser pour une fois les indépendances et l'expression des souverainetés. C'est une Afrique nouvelle qui veut s'asseoir à table en disant on ne regarde ni derrière ni à côté. On regarde devant. Et c'est nous. Parce que pour une fois, nous parlons pour nous, nous pouvons parler pour nous. Il y a un autre élément qu'il ne faut pas perdre en considération. La construction des intelligences doctrinales et idéologiques de l'élite africaine aujourd'hui repose sur l'accumulation des fréquentations occidentales.
l'accumulation des voyages dans le monde, des lectures et de la dissémination, des produits de dissémination, des intelligences en vrac que génèrent les nouvelles technologies. On est plus fort dans la mobilisation. De Niamey à Ouagadougou, à Bamako, à Douala, à Libreville, à Addis, à Nairobi, à Kinshasa, tout ce que vous voyez dans la rue, c'est une armée de politiciens qui peuvent être extrêmement froids dans leur capacité de crime politique. Donc, par conséquent, l'adhésion à des discours qui célèbrent les indépendances, la nouvelle indépendance, la nouvelle souveraineté et de réelle libération. C'est ça qu'on n'a pas pris en considération. Et je ne doute pas, sans une capacité d'anticipation, on n'est pas loin de drames encore plus importants. Mais il ne faut pas en avoir peur. L'histoire de l'humanité, c'est une succession de mutations générant des révoltes et des révolutions. C'est un peu comme des pions sur un damier qu'on bouscule. À un moment donné, ça retrouve un ordre. Parce que chaque ordre est un désordre par rapport à la pensée de quelques-uns. Et chaque désordre est un ordre. Alors, écoutez, Niamey, c'est un désordre pour Macron, mais c'est un ordre pour les masses africaines. C'est extrêmement important. Dans sa tête, il ne comprend pas l'idée même de la relativité dialectique de l'ordre et du désordre. C'est un jeune président, c'est un chef des marchés financiers. Il n'a fait que dans les cabinets d'économie. Ce n'est pas un politicien. Il n'a pas compris le monde. Et aucun occidental ne peut plus aujourd'hui suivre ou comprendre l'Afrique. Nous les avons dépassés sur le plan de la mobilisation intellectuelle. Même si, matériellement, nous ne sommes pas suffisamment ou encore construits à nous prendre en charge au quotidien et à satisfaire au moins 80% des besoins des masses. Mais intellectuellement et prospectivement, l'Africain aujourd'hui est au-dessus de l'Européen, de l'Américain, en termes de compréhension des ambitions du monde, des enjeux et de la nature conflictuelle et contradictoire, opportuniste même des destins des nations. Professeur, je pousse sur ma question précédente, ce sera probablement la dernière, sauf si j'en ai une. En 10 et au plus 20 ans, le monde est passé à l'ère du tout numérique. Et l'Afrique n'a pas été exclue à cela. Mais il se trouve que ceux qui nous gouvernent sont restés sur la matérialisation alors que pratiquement tout a été dématérialisé. Ce qui nécessite conséquemment une révolution de la gouvernance. Quand je regarde les générations qui sont au pouvoir en Afrique, et par rapport aux jeunes générations qui bousculent, qui cherchent, qui sont dans les nouvelles technologies, je me demande peut-être qu'il faut réinventer un nouveau système de gouvernance. Écoutez, je vous remercie beaucoup parce que vous me permettez de mettre l'accent sur quelque chose. D'abord, je vais relativiser en vous disant, écoutez, prenez le cas de la CNPS au Cameroun. Tout a été digitalisé en moins de 10 ans. Je dis bien tout. La CNPS fonctionne aujourd'hui complètement sur le numérique. Prenez le cas du traitement des pensions, en fait du statut des droits et indemnités des fonctionnaires au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative.
Tout a été digitalisé. Il n'y a pas besoin aujourd'hui de se déplacer pour voir. Vous allez sur leur site, vous avez l'état de votre dossier, ainsi de suite. D'ailleurs, avant, les gens allaient en retraite et mouraient sans toucher leur pension. Aujourd'hui, c'est presque automatique. Ça, c'est 2. 3. Regardez l'office du baccalauréat. La gestion des examens et concours. Il n'y a plus besoin d'aller courir dans les lycées voir où on a affiché les listes. Vous avez un code et vous tapez votre code, vous avez votre résultat au baccalauréat, au probatoire, au BPC, ainsi de suite. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Je prends encore sur les passeports camerounais. On le fait en un jour dorénavant. Et les informations que j'ai, c'est que d'ici 6 mois, les cartes nationales d'identité seront exactement la même chose. Je dois le dire pour ceux qui nous suivent. La carte nationale d'identité que nous avons ici et le permis de conduire est exactement le même que vous avez aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Russie, en Chine et partout. Maintenant, évidemment, il y a la faiblesse, l'indigence, la paresse humaine qui peuvent intervenir pour, en réalité, générer des insuffisances. Ça, c'est le premier palier de ma réponse. Dans le deuxième palier, je vais vous dire, je suis mort de colère. Je suis juriste de formation. Mais je vais vous dire, ce qui est catastrophique dans notre système de gouvernance, c'est l'absence des cartésiens mathématiciens, des ingénieurs. On ne peut pas construire un pays où on entre à l'école nationale d'administration, on apprend le droit, on apprend la géographie, quelques petites notions d'économie, et on va gouverner le pays. C'est trop léger. Ce n'est pas que il faut exclure. Non. J'ai beaucoup de respect pour des gens comme l'actuel ministre des Finances, qui a été major de sa promotion, qui était un excellent économiste, brillant. D'une autre génération. Oui. D'une vieille génération. D'une vieille génération. Ma question mais néanmoins, est-ce que nos gouvernants ne sont pas dépassés par rapport au monde actuel? Et ce que je vais vous dire, dépassés, non. Je vous l'exprimais tantôt. On est toujours plus ou moins dépassé dans une relativisation par rapport à une situation. OK? Mais c'est le rythme d'adaptation qui doit être pris en considération. Est-ce que nous nous adaptons suffisamment? Est-ce que nous suivons un rythme qui nous permet de nous ancrer beaucoup plus rapidement dans la vitesse que prend l'évolution du monde, que prennent les mutations de la scène internationale, que connaissent les marchés financiers, la gestion des banques, et ainsi de suite. Je crois que, et c'est là où j'ai parlé tantôt de la faiblesse humaine, l'égoïsme, l'indigence, la corruption même, et ainsi de suite. Vous savez, en dépit de tout ce que je vous ai exposé tantôt, sur les performances de notre système, les petites performances, ça n'explique pas pourquoi on peut construire une autoroute en 40 ans. Pourquoi on peut faire une autoroute Yaoundé-Simalène en 10 ans, ça n'a pas progressé. Ça n'explique pas pourquoi on peut continuer à avoir les détournements de deniers publics en milliards, si vous voulez. Mais simplement, comme je le disais tantôt, et vous avez vu la déclaration que j'ai commise à propos de la présence du président Paul Biya en Russie, il est des petits pas qui sont importants à prendre en considération pour se dire, malgré tout, on avance. On fait des petits pas et on a déjà introduit l'informatique dans les lycées et collèges. Ça n'existait pas avant. Au Rwanda, les tablettes, ça commence à la maternelle. Nous sommes en train d'y arriver petit à petit, mais il faut compter avec les pesanteurs, les lourdeurs, et ainsi de suite. En conclusion, je vous dirais que les peuples ont les gouvernants et les systèmes qu'ils méritent. Il faut leur laisser le temps de connaître
de préparer et de subir leur propre révolution, d'en assumer toutes les conséquences, les pleines conséquences. Parce qu'en réalité, dès que vous transgressez le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, vous créez beaucoup plus de catastrophes que les catastrophes que vous vouliez éviter ou réparer. Et c'est pour cela que laissez les Nigériens tranquilles. Ils ont choisi à un moment donné de leur histoire, et ce n'est pas la première fois, la manière, la façon de se relancer en renversant le tenant du pouvoir. On va voir. Et il ne me souvient pas que les Nigériens, un jour, aient porté un jugement sur les attaques, la destruction, les coups de feu au Capitole aux États-Unis, ou encore les bastonnades, où on a crevé l'œil de plusieurs personnes dans les rues à Paris. Ils ont laissé aux Français le soin de se gérer avec toutes les conséquences. Que les Français, les Américains et n'importe qui d'autre laissent aux Nigériens le soin, le droit, la pleine liberté de se gérer. C'est leur affaire. Tout comme nous autres au Cameroun, nous gérons notre affaire. Je vous remercie. C'est pertinent mot que nous clôturons cet entretien avec le professeur Chanda. Merci d'avoir pris de votre temps, qui est certainement très précieux, pour nous entretenir sur la situation au Niger et de manière plus générale sur l'avenir des souverainetés des États africains. Nous recommandons à l'attention de nos téléspectateurs cet excellent ouvrage pour ce Chanda Toumé, Réformer la gouvernance mondiale. Il est de 2017. Hein? Et chez l'Harmattan en 2017. Et tout y est. Alors, merci Jacques. Merci Fabrice. Chers téléspectateurs, disons-nous à très bientôt pour une autre réflexion. Ok, à mon tour, je vous dis merci. Merci professeur.